là et de revoir des visages familiers. C'est toujours un immense plaisir d'échanger avec vous. Je m'appelle Charlotte Monfils-Ratel, je suis urbaniste à l'Arpan. L'Arpan, c'est une entreprise d'économie sociale qui offre des services conseils en urbanisme et en aménagement du territoire. Depuis notre fondation, une des façons privilégiées pour investir dans nos missions, c'est d'initier ou de prendre part à des projets qui portent sur l'habitation et les questions d'abordabilité résidentielle de façon générale. En ce moment, on est super fiers de contribuer au Lab, qui, aux côtés de nos partenaires de Utile et de Vivre en Ville. Le Lab, c'est un cercle de réflexion qui vise à diffuser des solutions concrètes et à communes pour favoriser le développement de logements à but non lucratif dans nos villes. D'ailleurs, jeudi dernier, le Lab a fait un webinaire sur quelques-uns des nouveaux outils à la disposition des villes en matière d'habitation. Ma présentation, elle porte sur l'augmentation du nombre de logements dans nos villes dans un contexte de crise multiple. Pour moi, on ne peut pas vraiment parler d'augmentation de logements sans parler de densification intelligente. Puis on ne peut plus vraiment parler de densification intelligente sans parler d'abordabilité pérenne. Donc, ma présentation, elle mêle un peu tout ça, puis ça donnera ce que ça donnera. Donc, en guise de rappel, puis rapidement, parce que je ne suis surtout pas la seule à rappeler ces chiffres-là aujourd'hui, l'estimation des besoins en logement au Canada, ça donne le vertige. En 2022, la SCHL affirmait que le pays devait bâtir 3,5 millions de logements d'ici à 2030 pour rétablir l'abordabilité. En mars 2024, le groupe de travail pour l'habitation et le climat proposait au gouvernement fédéral un plan national pour 5,8 millions de logements abordables et à faible émission de GES. Le groupe de travail proposait aussi qu'au moins 40% de ces unités-là soient à but non lucratif. Dans son rapport, le groupe propose de lier tout financement fédéral des infrastructures, du transport collectif et de l'habitation à l'adoption provinciale et municipale de réformes favorables à la densification résidentielle, y compris l'élimination des maximums de logements pour toute forme de construction résidentielle, l'abolition des ratios minimums de stationnement, etc. Toutefois, les mises en chantier ont significativement reculé au Québec dans les deux dernières années. La SCHL rapportait une baisse de 7% au Canada en 2023, principalement en raison d'une importante baisse au Québec, soit de 32%. Bien que 2024 marque... bien que 2024 marque une certaine reprise des mises en chantier au Québec, on demeure quand même bien loin de nos objectifs pour regagner cet équilibre souhaitable. Il y a certains professionnels du milieu qui nous invitent à avoir pour cible un taux d'inoccupation élevé plutôt qu'un nombre absolu d'unités de logement. Viser un taux d'inoccupation élevé plutôt qu'une quantité ferme de logement permet notamment d'éviter de sous-estimer les besoins en habitation. Dans une lettre d'opinion publiée récemment par Vivre en Ville, on propose d'atteindre et de maintenir une cible de 7% pour le taux d'inoccupation. Pour appuyer ce chiffre, les auteurs écrivent ceci. Les données historiques nous indiquent que ce seuil de 7% d'unités inoccupées crée les conditions dans lesquelles le pouvoir d'achat de la population progresse réellement. En effet, à l'atteinte de ce point de basculement, la croissance des loyers tombe sous l'inflation. Ça veut fonctionnellement dire qu'à revenus égaux, la population est en mesure de se loger un peu mieux. Dans cet esprit, on parle beaucoup en ce moment de la ville de Austin, au Texas, qui voit depuis un petit peu plus d'un an ses loyers moyens diminuer. À la suite de quelques années records de construction résidentielle. Donc entre mai 2023 et mai 2024, les loyers ont baissé de 6% dans la grande région d'Austin. Il faut quand même remettre ces chiffres-là en contexte. L'année précédente, donc pendant la pandémie, les loyers avaient augmenté de près de 20%. Pendant ce temps, au Québec, les administrations municipales sont pointées du doigt pour des délais de délivrance de permis de construction trop longs et associés à la baisse des mises en chantier. On peut souligner l'annonce récente de Ville de Montréal qui concerne l'imposition de délai maximum pour la délivrance des permis de construction. Mais ce n'est pas tant ça mon point. Mon point, c'est plus que les villes, elles sont sous la loupe et elles sont sous pression. Quand le ministre Bonnardel disait que la densification, c'était une mode,
la ministre Duranceau estimait pour sa part qu'il s'agissait d'une solution enlisée dans la mélasse. Conséquemment, l'article 93 de la loi 31, autrement nommé le super-pouvoir, se voulait une mesure exceptionnelle et temporaire pour permettre aux villes d'ouvrir les vannes dans un contexte de crise. Au-delà des critiques qui leur sont adressées, on sent aussi que les villes souhaitent agir plus proactivement dans le développement d'un parc de logement qui va pouvoir répondre à toutes les populations. Par ailleurs, les projets de loi récents sont venus confirmer le rôle des villes en matière d'habitation. Par exemple, les municipalités doivent désormais inclure une description des besoins projetés en matière d'habitation, ainsi que des mesures concrètes pour y répondre. Dans la foulée des récents projets de loi, les villes ont aussi hérité de plusieurs nouveaux pouvoirs et leviers en matière d'habitation, et aussi pour favoriser la densification sur leur territoire. J'en présente quelques-uns en mode blitz. Donc, pour commencer, les villes peuvent désormais outrepasser certaines étapes d'approbation référendaire et d'évaluation de projets de construction dans l'optique d'émettre plus de permis et plus vite. Donc, d'abord, la loi exempte de l'approbation référendaire toute disposition d'un règlement zonage qui modifie une norme dans le but d'augmenter la densité d'occupation du sol, tant que la variation n'excède pas le tiers de la valeur initiale de la norme. Ensuite, en matière de densification douce, les municipalités ont hérité de nouveaux pouvoirs visant à habiliter et à encourager l'aménagement d'unités d'habitation accessoires, nos fameuses UHM. Donc d'abord, la loi exempte d'approbation référendaire toute modification à une norme de zonage qui vise l'aménagement ou l'occupation de logements accessoires. Ensuite, les villes ont la possibilité d'offrir un crédit de taxe à tout propriétaire d'une habitation unifamiliale qui comporte un logement accessoire, dans le cas où un des logements est occupé par une personne proche aidante de l'occupant de l'autre logement ou lorsqu'il y a un lien de parenté entre les deux occupants. Finalement, la loi autorise à certaines conditions l'aménagement de logements accessoires intégrés ou attenants au bâtiment principal, malgré la réglementation d'urbanisme en place, dans le cadre d'un régime d'autorisation de plein droit qui est applicable jusqu'en août 2029. On vient maintenant au super-pouvoir, donc l'article 93 de la loi 31, qui permet aux conseils municipaux d'autoriser par résolution des projets d'habitation d'au moins 3 logements de manière dérogatoire à la réglementation municipale en vigueur. Réglementation d'urbanisme en vigueur. Il s'agit d'un pouvoir qui est exceptionnel et applicable jusqu'en février 2027. Le super-pouvoir décline en 2 volets. Le premier qui vise les logements sociaux abordables et étudiants, puis qui s'applique à toutes les villes. Puis le deuxième qui vise tout autre projet dans les villes de plus de 10 000 habitants où le taux d'inoccupation est inférieur à 3 %. Les récents projets de loi sont également venus modifier l'ALAE en introduisant le zonage incitatif et le zonage différencié, 2 nouveaux leviers pour encourager le développement des logements non lucratifs, abordables, social, familial, notamment. Donc, le zonage incitatif, c'est inspiré du bonus zoning qui est répandu ailleurs au Canada et aux États-Unis. Le pouvoir accorde une flexibilité supplémentaire aux municipalités en leur permettant de négocier une marge excédentaire de développement en échange d'une prestation de la part du demandeur. Donc, dans le cadre d'une entente, c'est un règlement qui est de nature discrétionnaire. En guise d'exemple, un promoteur pourrait avoir le droit de construire 2 étages supplémentaires en échange de l'intégration de projets de logements sociaux abordables ou familiaux. Le zonage différencié, c'est un outil qui permet aux municipalités de définir des normes de remplacement qui viennent augmenter le potentiel constructif de terrain, uniquement pour des projets qui sont composés à majorité de logements abordables ou sociaux. C'est un outil normatif. On se retrouve donc avec 2 zonages dans une même zone, une base qui est applicable à tous les projets, puis un zonage qui va être de facto bonifié pour les projets qui proposent une majorité de logements abordables et sociaux. Finalement, le projet de loi 39, je vous disais, c'est un tour d'horizon, c'est pas tous les outils, on va finir avec ça. Le projet de loi 39, modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, offre des nouveaux pouvoirs de taxation aux villes, notamment sur le plan de la taxe foncière. Parmi les nouveautés, la loi offre la possibilité aux municipalités d'appliquer une taxation distincte selon les secteurs, puis une taxation variable selon les catégories d'immeubles résidentiels. Selon Vivre en ville, les municipalités pourraient mobiliser ces pouvoirs de manière à favoriser la consolidation puis la densification de certains secteurs, puis d'encourager la construction de typologies résidentielles plus denses.
partant du principe que les quartiers plus denses sont moins chers en infrastructure publique. Tout ça, c'est bien expliqué dans un récent webinaire sur l'écofiscalité de leur part. La principale critique qui est adressée à l'élargissement des pouvoirs de taxation des villes, c'est qu'aucun critère objectif a été nommé dans la loi pour guider l'application, qui serait basée sur des principes, par exemple, d'équilibre des finances publiques et d'équité. Il en vient donc aux conseils municipaux de décider des paramètres de leur fiscalité modernisée. OK. Les défis mis en œuvre. Il y en a beaucoup, évidemment. Les villes ont hérité de plusieurs nouveaux pouvoirs dans un très court laps de temps. Et donc, évidemment, leur arrimage, leur mise en œuvre implique de nombreux défis. Je vous en fais part de quelques-uns. Donc, la densification, pas n'importe où et à n'importe quel prix. D'abord, la densité, elle n'est pas bonne partout, les choses étant ce qu'elles sont dans plusieurs municipalités. Accélérer et optimiser les processus administratifs grâce aux nouveaux pouvoirs, c'est beau, mais les villes ont besoin d'un cadre de planification qui est solide, qui tient compte des infrastructures et des équipements, de leur financement, des infrastructures souterraines, de la disponibilité de la ressource en eau. Dans plusieurs municipalités, c'est une réalité, et du transport en commun, et ainsi de suite. En guise d'exemple, le gel du financement d'Exo entre en dissonance avec l'augmentation des cibles de densité du PEMAD révisé dans la CNN. Actuellement, densifié dans plusieurs villes, ça équivaut juste à augmenter le nombre de voitures en circulation. C'est un petit peu pessimiste, mais je veux dire, c'est la réalité. L'assouplissement des règles ne contribuera pas de facto à régler la crise de l'abordabilité. Donc, plusieurs experts s'entendent pour dire qu'il ne suffit pas juste de construire plus de nouveaux logements pour régler la crise. Par définition, un nouveau logement n'est pas un logement abordable. Au cours des dernières années, les logements privés, autrefois abordables, ont rattrapé le prix du marché. Ce serait donc faux de présumer qu'en construisant plus de nouvelles habitations, on libérerait plein d'habitations abordables parce que cette abordabilité qu'on avait ici, on l'a malheureusement perdu. Dans ce contexte, on pourrait se tourner vers le logement non lucratif pour guider cette sortie de crise. Et je vais finir là-dessus. Donc, le logement non lucratif comme locomotive de nouvelles aires de développement et de densification. Les leviers réglementaires que j'ai présentés peuvent être utilisés de plusieurs façons. Le Lab propose, je reviens aux travaux du Lab, propose de mobiliser les nouveaux pouvoirs pour créer des solutions à coût nul et au service du logement non lucratif. Donc, je termine la présentation avec quelques astuces pour l'élaboration d'une stratégie réglementaire solide qui priorise le logement non lucratif. Évidemment, c'est vraiment un survol. Puis on aura l'occasion d'en discuter plus par après. Donc, l'abordabilité équivaut à logement non lucratif. Donc, la loi est très flexible dans la définition de ce qu'est l'abordabilité. En fait, elle n'offre pas de définition. C'est aux villes à se doter de leur propre définition de ce qu'elles considèrent abordable. Ça peut donc être du logement privé ou du logement non lucratif. Le Lab assume que pour favoriser le développement de logements non lucratifs, il vaut mieux privilégier l'adoption de définitions qui nomment le caractère abordable d'un logement comme un logement qui est à but non lucratif et évidemment social avec la composante de financement public. Il faut aussi s'assurer de la pérennité du caractère abordable dans la définition de la durée. La loi permet aussi aux villes de justement se doter d'une définition de la durée. Donc, on suggère aussi de ne pas négliger ça et de s'assurer donc de préserver ce caractère dans la durée. Sans toutefois mettre de plafond, on vient un peu, ça fait écho à ce que la personne qui est intervenue après la présentation de l'or a dit. On ne prend pas non plus un gel absolu des loyers, justement pour que les projets restent viables longtemps. Ensuite, mettre en place un cadre prévisible. La transparence du cadre et du processus, elle est précieuse et elle fait gagner du temps. Il serait donc souhaitable de créer un contexte de réalisation de projets prévisibles pour les développeurs à but non lucratif et pour les autres aussi.
grâce à des normes de remplacement, par exemple, qui permettraient la réalisation de projets de plein droit. Accélérer la réalisation des projets de logement non lucratif en leur évitant des processus longs et complexes fait une grande différence. Ensuite, bien arrimer les différents règlements. Ça aussi, je l'ai dit, les villes ont hérité rapidement de plusieurs nouveaux pouvoirs et avaient déjà un paquet de règlements en place. C'est facile de s'y perdre, franchement. Donc, l'articulation des différentes normes et des différents critères, des différents règlements doit permettre de réaliser des projets de façon efficace, en évitant tant que possible de recourir à des processus discrétionnaires. Les gains obtenus en matière de prévisibilité et d'échéancier d'approbation pourraient s'en trouver annulés. Dans le discrétionnaire, il faut aussi s'assurer que l'option d'ajouter des logements non lucratifs soit la plus désirable et la plus profitable pour les promoteurs privés, sinon on passe à côté d'une belle opportunité. Ensuite, travailler avec les développeurs à but non lucratif. Ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'urbaniste, m'habite, puis que je souhaite partager avec vous. Ça tombe souvent dans notre cours, ça. Donc, ces règlements-là, dans les villes où il n'y a pas toute une armée de personnes qui vont être dédiées à la question du logement, c'est aux urbanistes de conseiller leurs conseils, puis d'élaborer les règlements. La première chose à faire, selon moi, c'est de prendre contact avec le ou les développeurs à but non lucratif du territoire et de jaser de viabilité des projets, puis des conditions justement qui feraient en sorte que ça pourrait débloquer sur la construction et non pas juste, encore une fois, passer à côté d'une belle opportunité. Donc oui, les promoteurs, les développeurs lucratifs sont les mieux placés pour nous aiguiller dans l'élaboration de notre cadre réglementaire. Ensuite, je vais finir avec ça. Le zonage différencié. À ne pas oublier. C'est comme le petit dernier du coffre à outils qui, dans le fond, s'inscrit dans le cadre du PL 57. Le tout a été sanctionné en juin dernier. Je me suis dit que j'allais finir là-dessus parce que, puis que j'allais dire justement de ne pas l'oublier, parce que je pense que là, les villes, en fait plusieurs villes, à ma connaissance, viennent de passer la dernière année à rédiger leur nouveau règlement de zonage incitatif. Pouvoir qui a été justement qui est arrivé un peu plus tôt. Mais je dirais garder l'esprit ouvert au zonage différencié. Donc le zonage différencié, c'est intéressant, c'est une revendication qui a été portée par les acteurs du milieu depuis longtemps, dont l'utile, pour ne nommer que ceux-ci, puis évidemment dans le lab, on en a parlé aussi l'année passée. Très heureux de voir que ça a débloqué sur une modification à la loi. Mais donc, le zonage différencié est intéressant parce qu'il permet de faire de la discrimination positive à la faveur des promoteurs immobiliers à but non lucratif. Donc, les promoteurs à but non lucratif, ou en fait le promoteur qui peut construire, on va dire, 2 fois plus de logements sur un terrain que n'importe qui d'autre, va être en mesure d'offrir un petit peu plus pour l'achat de ce terrain-là, en trouvant toujours son compte grâce à l'économie d'échelle qui va être réalisée. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut présumer que, puisque les propriétaires fonciers vont certainement vouloir obtenir le meilleur prix pour leur terrain, bien, on vient de positionner les promoteurs à but non lucratif comme les acheteurs les plus avantageux sur le marché. Sur la base de ce principe, le zonage différencié est une solution concrète et à coût nul pour les municipalités parce qu'il permet de favoriser la construction de logements à but non lucratif et d'augmenter le nombre d'unités qui va être livré par projet, puis de réduire le taux de subvention requis par logement en réduisant le prix du terrain relativement au nombre d'unités développeurs. On peut également encourager les promoteurs à but non lucratif de terrain, comme les OBNL, les coops, les OMH, SHDM ici à Montréal, de densifier leurs propriétés. Puis là, je vois la gang du plateau en avant. Donc, je vais faire un petit clin d'œil. Le plateau de Mont-Royal a récemment modifié son règlement de zonage pour permettre de construire plus haut sur certains terrains lui appartenant. Dans le but de favoriser le développement de logements non lucratifs, ce n'est pas expressément un règlement de zonage différencié, mais ça s'inscrit dans l'esprit du zonage différencié. Donc, c'est très intéressant. Puis, je finirais en disant que le zonage, c'est ça, de rappeler que c'est un outil extrêmement puissant de création de richesse, puis que certains de ces outils-là, dont le zonage différencié, pourraient permettre de mettre au service d'intérêts, ou en fait de l'intérêt collectif, mais aussi au service d'objectifs très ambitieux de développement de logements non lucratifs. Voilà.
rendez-vous sur le site web du Lab pour consulter les fiches qui ont été produites sur les nouveaux outils. C'est pas tout, c'est un work in progress, honnêtement, parce que plusieurs de ces outils-là n'ont pas encore été tant confrontés que ça à la réalité terrain. Donc ça risque de changer, ça va évoluer, mais restez à l'affût, il va sûrement avoir des nouveautés aussi au cours des prochains mois.